Bonsoir, bienvenue, nouveau numéro de Défense sur i24 News. Au programme cette semaine, l'amitié israélo-américaine à l'épreuve des critiques du ministre de la Défense, Moshe Ya'alon. On en parle avec notre invité. Et puis on jettera un coup d'œil à ces carnets de guerre datant de 14-18, désormais accessibles à tous sur le net. Au programme également, une immersion exclusive au sein d'une unité de renseignement de l'armée de l'air israélienne. Mais tout de suite, le tour du monde de l'actu défense en 1 minute. Israël a rendu un dernier hommage à l'ancien général et Premier ministre Ariel Sharon. Les leaders israéliens ainsi que certains dirigeants occidentaux, dont le vice-président Joe Biden, ont prononcé leur discours d'adieu à l'occasion d'une cérémonie officielle au Parlement israélien, la Knesset, à Jérusalem, où le cercueil d'Ariel Sharon était exposé. Le convoi a continué jusqu'à sa dernière demeure, la ferme des Sycomores, la résidence familiale des Sharon, où il a été enterré au cours d'un service militaire à côté de sa femme, Lily, sur la colline des Anémones. On se rend à Beyrouth au moment où le président iranien Hassan Rouhani saluait l'accord nucléaire avec les puissances occidentales. Son ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif s'est rendu au Liban où il a rencontré de hauts responsables gouvernementaux ainsi que le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et le chef du djihad islamique Ramdan Shalah. Zarif en a profité pour déposer une gerbe dans le sud de Beyrouth sur la tombe de l'ex-commandant militaire du Hezbollah Iman Mournier. Ce dernier a été impliqué dans des attentats terroristes qui ont tué des centaines de personnes. La Turquie, elle, a fermé un poste frontalier avec la Syrie à proximité de la ville de Tal Abyad après que l'État islamiste d'Irak et du Levant, lié à Al-Qaïda, a pris le contrôle de la ville. Les rebelles ont affirmé que des dizaines d'islamistes rivaux avaient été exécutés lorsqu'ils ont repris le contrôle du nord-est de la Syrie. Un ministre de la Défense crée un clash diplomatique. La révélation cette semaine de conversations privées de Moshe Ya'alon a crispé les relations entre Washington et Jérusalem. Le ministre israélien de la Défense a accusé John Kerry de ne rien comprendre au conflit israélo-palestinien. S'en sont suivies des excuses acceptées, mais le malaise est-il pour autant dissipé? On va poser la question dans un instant à notre invité, mais d'abord le rappel des faits. 24 heures après le déclenchement d'une tempête diplomatique entre les États-Unis et Israël, un semblant de retour au calme. Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé mercredi qu'il ne laissera pas certains commentaires, comme ceux du ministre israélien de la Défense Moshe Ya'alon, endommager les efforts de paix israélo-palestiniens. Ya'alon, qui avait accusé Kerry de ne rien comprendre au conflit et l'avait qualifié de messianique et obsessif, s'est empressé de s'excuser dans un communiqué de presse publié mercredi. Le Premier ministre israélien, lui aussi, a tenté de calmer le jeu. Même lorsque nous avons des désaccords avec les États-Unis, ils portent sur le contenu des discussions et ne sont pas personnels. Nous coopérons avec le président et vice-président des États-Unis, qui sont déjà venus ici, ainsi qu'avec le secrétaire d'État. Nous faisons des efforts pour faire avancer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Une crise loin d'être dissipée selon les éditorialistes de la presse israélienne qui maintiennent que les événements récents sont révélateurs du gouffre profond existant entre les deux alliés. Voilà donc pour le rappel des faits. On s'intéresse à présent aux conséquences de ce clash avec l'ancien directeur de cabinet du Premier ministre Ehud Barak et expert à l'Institut de recherche pour la sécurité nationale, le colonel de réserve Guy Latcher. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a dit, vous avez été directeur de cabinet d'Ehud Barak. Vous auriez laissé passer à l'époque ce genre de déclaration? Jamais de ma vie. Je pense que les relations privilégiées que nous avons avec les États-Unis sont tellement importantes pour Israël qu'il faut faire attention de ce qu'on dit, où on dit et quand on le dit. Et encore plus quand on est ministre de la Défense, parce qu'il faut rappeler quand même que la coopération militaire entre Israël et les États-Unis, c'est l'une des bases les plus importantes de cette relation. Précisément, je suis tout à fait d'accord et c'était je crois, assez stupide. Alors c'est pas ce qu'a dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il n'a pas vraiment désavoué les propos de Moshe Ya'alon. Et certains disent que c'est parce que Ya'alon finalement a dit tout haut ce que Netanyahou pense tout bas. Vous êtes d'accord? C'est possible, mais j'aurais aimé penser autrement. Ça veut dire que nous essayons quand même d'arriver, d'atteindre un accord
un accord de principe, un accord de cadre, un accord qui puisse mettre une nouvelle marche sur, si vous voulez, sur le chemin de la paix. Même en ce qui concerne le substantif de cette démarche du ministère Kerry, je pense que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour atteindre un accord qui va nous disassocier les uns des autres. Donc, tracer, si vous voulez, les frontières entre l'État d'Israël, qui est un pays avec une majorité juive, démocratique, libéral et qui vit en sécurité, et un État indépendant, démilitarisé, palestinien, qui vivent l'un à côté de l'autre en paix. Non, on ne peut pas le faire immédiatement. C'est très très dur d'y arriver et si vous voulez, de résoudre tous les issues de cœur. Mais il faut faire de son mieux. Tous les leaders israéliens doivent le faire. Alors vous parlez de frontières, de sécurité. Selon le quotidien de droite Maariv, c'est justement ces questions-là qui ont irrité Moshe Ya'alon, puisque John Kerry ferait pression sur des responsables israéliens pour qu'ils acceptent un retrait de la très stratégique vallée du Jourdain. C'est crédible selon vous ? Écoutez, je pense que ça c'est vraiment des détails. La question c'est quel est le but, quel est l'objectif de long terme pour Israël. Et l'objectif, c'est si vous voulez, d'être sûr d'avoir pour des générations à venir un État juif et démocratique. On ne peut pas le faire en gouvernant les territoires palestiniens en totalité. Merci beaucoup Gilad Shaer pour cette interview. Je vous remercie. Opération Carnet de guerre, c'est le nom donné à la mission de numérisation de journaux personnels ayant appartenu à des officiers britanniques lors de la Première Guerre mondiale. Ces précieux témoignages décrivant la vie sur le front sont donc désormais à la portée de tous sur Internet. C'est un reportage signé Shahar Peled. Près de 100 ans après le début de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne recrute une toute autre armée, des historiens amateurs dont la mission sera la suivante, lire les 1,5 million de pages issues des carnets écrits par des officiers militaires pendant la guerre. Les journaux que nous numérisons et que nous rendons publics aujourd'hui remplissent 5,5 millions de boîtes qui contiennent des comptes rendus journaliers des activités de l'armée britannique, des régiments postés au front ouest. 2000 fichiers ont déjà été publiés, des traces officielles et rares des événements pendant la guerre. Des mots sur des pages jaunies qui racontent les expériences des unités de l'armée britannique et qui servent de témoignage. Pour chaque unité, un carnet officiel qui rend compte des mouvements du bataillon, une tradition toujours d'actualité. Mais ces carnets officiels relatent aussi des expériences personnelles, la peur de ces hommes qui tirent pendant la nuit avec la possibilité de toucher un de leurs camarades. D'autres décrivent des moments plus légers comme des matchs de rugby ou des luttes à la corde. Les archives incitent les volontaires à faire l'inventaire du contenu de ces carnets dans le but de les rendre accessibles pour tout le monde, des universitaires aux généalogistes. Nous appelons ces volontaires des citoyens historiens. Ils ouvrent le site internet de l'opération, ils regardent un tutoriel rapide et puis ils trouvent directement les endroits, les activités et les personnes. En faisant cela, ils découvrent de nombreuses histoires fascinantes. Des milliers de fragments d'histoire et d'expériences qui forment ensemble le puzzle de la Première Guerre mondiale, découverte pour la première fois sous cet angle, avec de nombreux détails qui offrent une vision unique du passé. À l'heure où les drones sont maîtres du ciel, l'armée de l'air israélienne continue de s'appuyer sur des avions militaires conventionnels pour recueillir des informations. Défense vous propose cette semaine une immersion exclusive au sein de la toute première unité de renseignement de l'armée de l'air israélienne. On voit ça en images avec Maxime Pérez. 14 novembre 2012, une voiture est pulvérisée par un missile en plein cœur de Gaza. Ahmed Jabari, chef militaire du Hamas, vient d'être assassiné par Israël. L'opération Pilier de défense vient de débuter.
L'appareil qui a suivi son véhicule a décollé quelques instants plus tôt de cet aérodrome tout près de Tel Aviv. Bienvenue dans l'escadrille 100 de l'armée de l'air israélienne, une unité 100% opérationnelle. Ici, pas d'entraînement. Chaque avion s'élançant de cette piste part en mission aux frontières d'Israël et au-delà. À chaque fois qu'une roquette palestinienne atteint le sud d'Israël, l'aviation de Tsahal riposte. Rampes de lancement, caches d'armes ou tunnels sont visés et détruits systématiquement. Des frappes ciblées rendues possibles par un minutieux travail de renseignement depuis les airs. Comme le montre ce simulateur, 3 hommes sont assis en permanence à l'arrière de l'avion. Les caméras de précision fixées sous l'appareil leur permettent de transmettre des informations en temps réel. Chaque indication offre une aide précieuse à des troupes au sol ou des appareils de l'armée de l'air engagés dans des opérations. Éviter les dommages collatéraux, un défi de tous les instants et une véritable arme dans la guerre des images que livre Israël à des organisations comme le Hamas et le Hezbollah. Voilà qui donne une légitimité supplémentaire à cette escadrille spécialisée dans le renseignement militaire et qui doit faire face à la redoutable concurrence des drones. L'escadrille 100 fut en 1949 la toute première unité de l'armée de l'air israélienne. Près de 65 ans plus tard, son utilité reste intacte. Et j'accueille sur ce plateau l'ancien chef de l'unité des renseignements de l'armée israélienne, le général de brigade de réserve, Doudou Tsour. Bonsoir. Shalom, shalom. Bonsoir. Alors quand on est en mission de renseignement, quel est l'avantage de ces avions militaires conventionnels que l'on vient de voir dans ce reportage par rapport aux drones ? L'avantage, c'est que l'avion conventionnel, c'est qu'il est piloté par un être humain et qu'il peut être manœuvré vers l'objectif plus facilement. Tandis que le drone, il faut l'activer depuis le sol. C'est pour ça qu'il faut de compétences beaucoup plus importantes, c'est beaucoup plus compliqué. La deuxième chose, c'est que l'avion conventionnel voit beaucoup plus loin. Il voit une superficie beaucoup plus grande car il vole en diagonale, tandis que le drone vole verticalement. Alors que l'avion conventionnel, lui, vole de manière diagonale. Alors vous nous le dites, il y a des différences d'ordre pratique, mais est-ce qu'il y a également des différences dans la nature des renseignements que l'on collecte ? Oui, naturellement. Les caméras qui sont sur l'appareil piloté sont des caméras de plus grande taille, beaucoup plus sophistiquées, qui peuvent arriver beaucoup plus loin. Et puis on fait ça évidemment pour défendre l'équipage à bord. Mais les caméras voient avec une résolution beaucoup plus importante par rapport aux caméras qui équipent les drones. Ah, vous savez ce qu'on dit aujourd'hui, que ce sont ces drones justement qui sont les maîtres du ciel. Est-ce que vous pensez qu'un jour la machine va remplacer l'homme en mission de renseignement ? Je crois qu'un jour, le jour viendra où, oui, effectivement, aujourd'hui, il y a des drones de différentes tailles. Mais il faut toujours un être humain. Vous savez, lorsque l'on pilote un drone, il faut toujours un être humain qui décode les images. Mais nous, lorsqu'on parle d'un drone qui est de la taille d'un avion militaire, mais au bout du compte, vous savez, rien ne remplace l'être humain. Et on préférera toujours un avion qui soit piloté par un homme. Alors en 2 mots, quels sont les défis à venir pour les renseignements militaires israéliens ? Les défis de l'État d'Israël dans le domaine des renseignements sont nombreux, mais différents également. Le premier défi, c'est un défi à long terme. C'est le défi de l'Iran nucléarisé. Le deuxième défi, de par son importance, ce sont les organisations non gouvernementales comme le Hamas et le Hezbollah, le djihad mondial.
Et je dirais que le troisième défi, c'est le fait de déjouer le terrorisme. Dans le passé, nous avions des défis différents, comme le défi syrien. Aujourd'hui, les défis sont éloignés du territoire israélien, comme l'Iran. Mais le deuxième, mais évidemment, c'est un défi pour l'unité des pour les unités de renseignement, pour essayer d'identifier quels sont les véritables dangers qui pèsent sur Israël. Merci. Toda. Merci beaucoup Doudou Tsour pour cette interview et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Défense. En attendant, l'information continue sur i24 News. Restez avec nous.